Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. On va assister cet après-midi à un débat scientifique pour la promotion d'une recherche qui a été menée par l'impétrante Marie Mrim. Donc, sous les alouettes du professeur Lazarius de l'Université de Guelma, département d'architecture, et avec l'expertise du professeur éminent, notre cher ami qui vient de l'Université de Constantine Tawa, Aïch Saoud, il est président aussi du conseil scientifique de la faculté architecture et urbanisme. Donc aussi avec l'expertise du docteur Sharaïtia Mohamed du département d'architecture de l'Université de Guelma, et sous la présidence de moi-même, professeur Akama Jamal, de l'Université de Guelma, département d'architecture et président du comité de formation doctorale. Donc on va donner à l'impétrante 30 à 40 minutes pour développer l'essentiel de sa recherche qui a été intitulée « Repenser la mobilité enfantine scolaire à travers une approche multicritère participative » cas d'une école primaire à Guelma. Donc cette recherche a été menée dans des conditions normales et elle a abouti à une publication internationale de renommée établie, plus plusieurs autres communications et participations scientifiques qui a donné le droit à l'impétrante de présenter sa thèse pour une évaluation et une promotion scientifique. Donc cette présentation sera suivie par des débats et des critiques et des orientations. À vous la parole, mademoiselle. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le président du jury, monsieur le directeur de thèse, messieurs les membres du jury, je tiens d'abord à vous remercier de votre présence et de l'honneur que vous me faites en évaluant ce travail de recherche. À mon directeur de thèse, je souhaite exprimer ma profonde gratitude pour votre guidance précieuse et votre soutien constant tout au long de ce parcours. À ma famille, et particulièrement mes parents, mes collègues et amis, un merci sincère pour votre présence qui m'a été si précieuse. C'est avec une grande humilité que je vous présente aujourd'hui ma thèse intitulée « Repenser la mobilité enfantine scolaire à travers une approche multicritère participative, le cas d'une école primaire à Guelma ». Pour répondre à notre problématique centrale, mon exposé s'articulera autour de points essentiels. Je débuterai par le cadre général de la recherche à travers l'introduction et la problématique. J'exposerai ensuite les objectifs qui ont guidé cette étude et les hypothèses. Je présenterai notre méthodologie scientifique socle de notre démarche avant de vous immerger dans le cas d'étude de l'école primaire de Guelma. Je vous dévoilerai ensuite les résultats obtenus avec leur discussion et enfin je terminerai par les conclusions de notre recherche, ses limites intrinsèques et les pistes promoteuses qu'elle ouvre pour des futures investigations. Ce cheminement nous permettra de comprendre comment l'approche multicritère participative renouvelle notre compréhension de la mobilité scolaire. En guise d'introduction, notre recherche s'ancre dans une vision essentielle, celle du développement durable qui guide les réflexions internationales depuis près d'un demi-siècle. L'agenda 2030 des Nations Unies a fixé une ambition fondamentale, ne laisser personne de côté, en particulier les enfants, ces acteurs trop souvent oubliés de nos vies. Comme le souligne l'UNICEF, l'enfant représente le chaînon manquant dans la planification urbaine avec une conviction forte guide notre travail. Si nous provenons à construire une ville réussie pour les enfants, nous aurons une ville réussie pour tous. C'est cette vision qui donne tout ce sens à notre étude sur la mobilité scolaire également, où nous cherchons à replacer l'enfant au cœur de nos préoccupations urbaines. La croissance urbaine a souvent été rapide et peu maîtrisée. Cette expansion incontrôlée a entraîné de nombreux dysfonctionnements auxquels l'enfant usagé particulièrement vulnérable se trouve aujourd'hui confronté. Autrefois, le trajet domicile-école représentait pour l'enfant une première expérience d'exploration urbaine, une occasion d'autonomie, de stimulation cognitive et de socialisation. Aujourd'hui, ce même trajet est devenu une source d'anxiété. Les composantes de l'environnement urbain, telles que l'insécurité, la prédominance
l'importance de la voiture, l'infrastructure hostile entrave son autonomie et déforme sa perception de la ville. Face à cette situation, les parents ont de plus en plus recours à l'accompagnement motorisé, créant ainsi un cercle vicieux, augmentation de la congestion, de la pollution et réduction encore plus marquée de la liberté de déplacement des enfants. Autant de défis qui appellent une remise en question de nos modèles urbains pour redonner aux enfants une place légitime dans nos villes. Ce constat général sur les mutations urbaines qui ont touché les expériences des enfants nous amène directement à nous interroger sur la situation de notre contexte local. À Guelma, ce sont plus de 64 000 élèves répartis sur 300 écoles primaires qui effectuent chaque jour des déplacements domicile-école, mais cette expérience de mobilité n'est pas uniforme. Elle diffère profondément selon que l'enfant vit en zone urbaine, périurbaine ou rurale et varie même d'un enfant à l'autre au sein d'un même secteur scolaire. Cette diversité d'expériences est le résultat d'un système complexe où de multiples variables interagissent pendant le trajet. Face à cette réalité systémique, certaines questions peuvent être tirées à des fins exploratoires. Premièrement, comment pouvons-nous évaluer de manière exhaustive la mobilité enfantine vers une école primaire? Et deuxièmement, comment cet enfant peut-il être inclus dans le processus d'évaluation de sa mobilité vers une école primaire à Guelma? S'il y a deux questions fondamentales que notre travail sur terrain tentera de répondre. Pour répondre à ces questions, notre projet s'est fixé des objectifs précis. Notre projet vise d'abord à inscrire la mobilité des enfants dans une vision d'avenir durable et nous appuyons sur les objectifs de l'UNICEF. Pour ce faire, nous proposerons une méthode d'évaluation novatrice, flexible et adaptable à différents contextes spatio-temporels. Mais l'innovation principale est de placer l'enfant au cœur des processus et n'est pas un simple usager, mais un acteur clé dont la parole doit directement éclairer notre évaluation. L'objectif concret est d'identifier précisément les atouts à préserver et les lacunes à corriger sur le trajet scolaire. Enfin, l'étude but est d'outiller et d'orienter les décideurs locaux vers des aménagements qui, en étant adaptés aux enfants, construiront une ville plus inclusive pour toutes les générations futures. Pour atteindre ces objectifs et face à la nature systémique de notre problématique, notre recherche s'appuie sur deux hypothèses fondamentales qui guident notre approche méthodologique. Premièrement, nous postulons qu'il est possible et nécessaire de développer une nouvelle grille d'évaluation, une méthode flexible et multicritère qui sache intégrer les enjeux contemporains de l'UNICEF, les droits de l'enfant et le développement durable et qui soit applicable à toutes les étapes de l'aménagement urbain. Deuxièmement, nous faisons l'hypothèse que la clé pour une évaluation véritablement complète se trouve dans la parole de l'enfant lui-même, en le considérant comme un acteur urbain à part entière et en intégrant son expérience directe via un processus participatif, nous pouvons accéder à une compréhension bien plus fine et juste de sa mobilité. Pour atteindre ces objectifs et face à au fin de dévoiler et d'explorer les premiers aperçus du phénomène de la mobilité enfantine scolaire, une étude pilote est menée composée d'une observation et une enquête pilote basée sur les déterminants de la mobilité et les principes d'une méthodologie d'enquête adaptée aux enfants. Les investigations in situ permettent de comprendre le contexte en observant directement les comportements des enfants et des parents à proximité de l'école. Quant à l'enquête pilote, elle englobe 3 rubriques principales de collecte de données. Informations générales spécifiques à l'enfant, telles que le genre, l'âge, le niveau scolaire et le lieu de résidence, ainsi que les caractéristiques sociodémographiques. L'exploration des déterminants de la mobilité, tels que la distance de déplacement, durée de transport, mode de mobilité préféré, les habitudes d'accompagnement, caractérisation des habitudes de mobilité. Une représentation visuelle à travers une carte montrant les itinéraires spécifiques empruntés par les enfants sur le trajet domicile-école. Cette étape de représentation graphique nécessite un accompagnement parental. Les données recueillies feront ensuite l'objet d'une analyse d'autocorrélation spatiale à travers l'indice Morin-1 afin de déterminer et de stratifier ensuite le secteur scolaire selon la concentration des flux de la mobilité. Notre enquête s'appuie sur des déterminants qui interagissent pour façonner la mobilité scolaire. Ces facteurs, qu'ils soient individuels, sociaux, économiques, environnementaux ou politiques, s'articulent constamment entre le domicile et l'école. C'est précisément cette interaction complexe que notre méthodologie cherche à capturer pour comprendre l'expérience de mobilité dans toute sa richesse.
Notre méthodologie scientifique se structure ensuite autour d'une analyse multicritère participative en 7 étapes clés selon le processus. Nous construisons d'abord une arborescence de critères basés sur les objectifs de l'UNICEF et ainsi de suite, que nous contextualisons ces objectifs pour le thème de la mobilité sur le trajet domicile-école. Nous définissons ensuite une échelle d'évaluation de 1 à 9 pour quantifier le degré d'adaptation à la mobilité de l'enfant. Cette échelle sert de base à une enquête scolaire menée auprès des enfants et leurs parents. Les données recueillies font l'objet d'une comparaison par pair et seront standardisées pour permettre une analyse robuste. Enfin, une évaluation rigoureuse de la validité des choix des enfants en calculant l'indice de cohérence pour garantir la validité scientifique de nos résultats. Le processus est mené à l'aide de logiciels et Expert Choice. Pour finaliser notre approche, les zones identifiées par l'analyse d'autocorrélation spatiale constitueront les alternatives de notre analyse multicritère par le processus AHP. Notre recherche utilisera l'analyse spatiale multicritère pour relier le phénomène étudié à son contexte géographique grâce à des techniques géostatistiques avancées, notamment l'analyse des points chauds sur ArcGIS. Nous pourrons ensuite, par laquelle, agréger et classer les données de la mobilité obtenues des résultats de l'AHP, visualiser géographiquement les flux scolaires, comprendre comment les transitions spatiales urbaines influencent les pratiques de mobilité des enfants. Pour compléter notre évaluation, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès des autres parties prenantes, acteurs de l'éducation, gestionnaires de l'urbain et élus locaux. L'objectif était double, comprendre la gouvernance globale de la mobilité et évaluer si l'enfant est véritablement pris en compte dans les politiques d'aménagement. Pour quantifier ces perceptions, nous avons utilisé une échelle Likert spécifique de 1 à 5, mesurant le degré de la mise en œuvre des politiques allant de l'absence totale de considération jusqu'à mise en œuvre optimisée, intégrant même la participation directe de l'enfant. Ces données qualitatives nous permettront de croiser les perspectives institutionnelles avec les réalités de terrain vécues par les enfants et leurs parents. Notre évaluation de la mobilité enfantine s'appuie sur une arborescence multicritère structurée autour de cette dimension clé déclinée en 12 sous-critères et mesurée par des indicateurs spécifiques. Ces critères couvrent la stabilité de la structure sociale pour les enfants, l'efficacité économique et adéquation des services au profit de l'enfant, adéquation des services de transport et mobilité durable, adéquation de l'environnement bâti, la durabilité environnementale et système de ressources, ainsi que la gouvernance locale et mécanismes de prise de décision, ainsi que l'intégration de nouveaux systèmes de technologie d'information et de la communication. Le détail exhaustif de chaque critère et sous-critère et indicateur fera l'objet d'un développement approfondi dans la section des résultats compte tenu du temps imparti. Je vais maintenant vous présenter l'application de cette méthodologie sur terrain de l'étude de la ville de Galles. Ce travail s'est focalisé sur le cas d'étude de l'école urbaine d'Arc-et-Ziad, située au cœur du centre-ville de Guelma. Sa position géographique centrale à la croisée des flux et des dynamiques urbaines en fait un observatoire privilégié. Cette école intègre une diversité de phénomènes urbains et présente des caractéristiques spatiales variées, ce qui rend ce cas d'étude parfaitement approprié pour capturer la complexité des mobilités enfantines. Pour mieux comprendre ce contexte et examinons plus précisément l'environnement de cette école, elle se trouve dans un carrefour de mobilité intense avec un flux journalier de près de 18 000 véhicules et 2700 piétons. Son environnement immédiat, caractérisé par un tissu urbain complexe et une dynamique d'activité très marquée, telles que des zones commerciales, résidentielles et des espaces publics. Cette configuration offre un contexte d'étude à la fois riche et exigeant pour analyser les défis concrets de la mobilité des enfants. Passons maintenant aux caractéristiques de l'échantillon. Notre étude a ciblé des élèves du primaire de l'école Arc-et-Ziad âgés de 6 à 12 ans, une période cruciale pour le développement de leur autonomie et de leur perception spatiale. Pour garantir la représentativité, nous avons opté pour un échantillonnage probabiliste. Les enquêtes ont été spécialement adaptées avec un langage simplifié et des supports visuels. Un point méthodologique important, les enfants ont été assistés par leurs parents, principalement pour la compréhension de certaines questions et la réalisation des exercices de cartographie. Cette assistance visait uniquement à faciliter l'expression des enfants sans influencer le contenu de leurs réponses, préservant ainsi l'authenticité des données recueillies.
Voyons maintenant les premiers résultats concrets de notre étude pilote qui a débuté par une observation in situ menée durant 10 jours en novembre 2021 aux heures d'entrée et de sortie des classes, c'est-à-dire les heures de pointe. Les observations révèlent une nette influence des déterminants individuels, l'âge par exemple conditionne fortement l'autonomie, les plus jeunes étant systématiquement accompagnés, et le genre influe sur le comportement avec une prudence plus marquée chez les filles. Sur le plan social, la dynamique de groupe entre pairs favorise l'exploration, tandis que l'accompagnement familial, bien que sécurisant, tend à la limiter. Le contexte économique se caractérise par une absence de transport scolaire dédié à l'échelle de la ville, une lacune importante dans l'offre de mobilité. Enfin, l'environnement bâti présente des défis majeurs. On observe un empiètement systématique de l'espace piéton, parfois une absence pure et simple de trottoirs et une qualité très variable des aménagements lorsqu'il existe. Cette configuration couplée à un trafic intense rend les déplacements particulièrement complexes pour les enfants. Ces observations qualitatives trouvent leur illustration concrète dans les clichés que je vous présente maintenant. Ces clichés saisis durant notre observation in situ illustrent de manière frappante les principaux phénomènes identifiés et la capture des réalités tangibles, l'accompagnement parental quasi systématique des jeunes enfants, un stationnement souvent anarchique qui empiète sur les espaces de circulation piétonne, une circulation motorisée intense aux abords de l'école et des comportements à risque qui en découlent. Ces images résument à elles seules les défis quotidiens auxquels sont confrontés les écoliers de cette école et valident empiriquement les déterminants que notre étude a mis en lumière. Au-delà de l'observation, les données quantitatives dans notre enquête pilote vient de conférer ces tendances. L'enquête pilote a tout d'abord démontré une fiabilité statistique de notre instrument de mesure avec un alpha Colomba qui est égal à 0,7 supérieur à 0,6. Les résultats révèlent des tendances significatives, la marche et le mode de déplacement prédominant. Le genre et l'âge structurent fortement les pratiques. Nous observons une transition vers l'autonomie autour de 7 ans et les filles présentent des taux de marche plus élevés. La sécurité routière est la motivation principale d'accompagnement suivie par les préoccupations croissantes liées à l'insécurité sociale pour les enfants plus âgés. Ces premiers résultats quantitatifs quantifient, confirment et précisent les contrastes de nos observations de terrain. Les déterminants que nous abordons maintenant révèlent les causes structurelles qui sous-tendent ces réalités observées. L'analyse révèle des inégalités profondes dans la mobilité scolaire sur le plan économique. Nous observons une corrélation directe entre le revenu familial et le mode de transport, phénomène aggravé par l'absence de tarification préférentielle pour les élèves. Cette inégalité en matière de coûts de transport contraint les familles modestes à la marche, souvent dans des conditions précaires. L'environnement urbain exerce ces disparités à travers des infrastructures piétonnes inadaptées et des conflits d'usage persistent sur les trajets scolaires. Enfin, le vide politique est criant. Absence de transport scolaire, la non-participation des enfants aux décisions urbaines et association de parents inactifs et un service de transport scolaire totalement inexistant en milieu urbain. Ces lacunes institutionnelles aggravent l'ensemble des difficultés identifiées. Passons maintenant à l'analyse spatiale. L'indice de Morin-Wan nous révèle une structure territoriale très marquée avec un indice qui est égal à 0,8. Nous observons une autocorrélation spatiale positive très forte, indiquant que les domiciles des élèves ne sont pas répartis au hasard, mais fortement des grappes distinctes. La carte permet d'identifier 3 types de zones: un noyau dense très concentré à proximité immédiate de l'école, une zone de transition où la distribution devient plus modérée et une périphérie dispersée en limite du secteur scolaire. Pour opérationnaliser notre analyse, une stratification du secteur scolaire en typologie urbaine distincte a été réalisée. En croisant les outils de sélection géographique avec les flux de mobilité scolaire, nous avons différencié d'une part les zones à forte concentration ou distribution aléatoire qui offrent une masse critique de flux de mobilité permettant une analyse statistique robuste des dynamiques de mobilité. D'autre part, les secteurs à distribution dispersée où le faible nombre de flux de mobilité ne permet pas une évaluation représentative. Cette stratification nous a ainsi permis de cibler notre analyse sur des typologies urbaines présentant le flux de mobilité scolaire le plus significatif.
Cette stratification a finalement fait émerger 4 typologies urbaines distinctes. Chacune présente une configuration morphologique unique, générant des conditions de mobilité spécifiques pour les enfants. Nous identifions ainsi le centre-ville ancien, qui est la typologie A, caractérisée par un tissu orthogonal et une forte pression commerciale. La cité Meona, qui est la typologie B, dont la structure héritée de la Médina, bien que piétonne à l'origine, elle subit aujourd'hui un empiètement motorisé croissant. La cité Guédour Tahar, zone d'habitat urbain nouvelle, a la vocation principalement résidentielle. Et enfin, les cités Ben Chreib et Bourar, comme typologie D, marquées par un tissu spontané et une informalité des aménagements. Cette typologie que le tableau résume de manière systématique constitue le canevas sur lequel nous avons analysé les variations des pratiques de mobilité enfantine. Avant d'examiner les résultats de l'analyse multicritère participative, il était essentiel de valider la robustesse de notre dispositif méthodologique. Le questionnaire principal a démontré une excellente cohérence interne avec un alpha Koromba qui est égal à 0,7, tandis que l'analyse factorielle confirmatoire a confirmé sa structure avec un CFI exceptionnel qui est égal à 0,9. Enfin, la parfaite cohérence des jugements dans notre analyse multicritère participative selon le processus AHP, avec des ratios, tous les ratios de cohérence avaient une valeur moins de 0,1, garantit la fiabilité de l'ensemble de notre évaluation. Nous abordons ici le premier critère de notre évaluation de la stabilité de la structure sociale et plus précisément le sous-critère de la qualité de vie et l'intégration enfantine. Celui-ci est mesuré par 5 indicateurs: la formation et la sensibilisation en matière de mobilité, le confort et le bien-être, l'équité et la citoyenneté, la mixité sociale et les facteurs socio-économiques. Les résultats quantitatifs révèlent des disparités marquées entre technologies, comme l'illustre le tableau et le schéma alluvial, qui maîtrise le flux d'influence entre critères. La typologie C avait une performance optimale. Son fort score en confort et mixité se traduit par une autonomie accrue des enfants et des déplacements plus sereins. La typologie B présente un profil neutre. La mixité sociale y favorise les déplacements en groupe, mais les déficits en formation entraînent des comportements irréguliers et un non-respect des règles de sécurité. La typologie A, avec une performance modérée, si graves lacunes en formation et équité conduisent à des comportements à risque et une vulnérabilité accrue des enfants. La typologie D, avec une situation critique, le déficit généralisé crée un cercle vicieux. L'absence de sensibilisation et l'insécurité génèrent des comportements craintifs et irresponsables et une dépendance totale à l'adulte. Nous examinons maintenant le deuxième sous-critère, la sécurité et la sûreté de l'enfant, évaluée à travers ces indicateurs incluant la surveillance, la sécurité sociale, la sécurité routière, etc. Les résultats présentés sur le tableau et le schéma alluvial montrent que la typologie C, avec son score positif 0,19, se distingue par une surveillance organisée qui crée un environnement de confiance. Cela se traduit concrètement par une mobilité active et une autonomie accrue des enfants. La typologie B, bien que légèrement positive, elle doit composer avec une insécurité routière persistante. Cette situation dissuade les déplacements non accompagnés et maintient une forte dépendance à l'adulte. Pour la typologie A, les carences en sécurité routière génèrent un environnement perçu comme hostile. Les conséquences directes est un recours quasi systématique au transport motorisé. Enfin, la typologie D présente une situation critique où l'insécurité généralisée rend le trajet objectivement dangereux. La mobilité est fortement contrainte, limitant toute forme d'autonomie. Le troisième critère examine l'efficacité économique et l'adéquation des services au profit de l'enfant à travers 4 indicateurs tels que l'abordabilité, la fiabilité de transport et la gestion de l'espace urbain. L'analyse économique révèle un contraste marqué entre typologies. La typologie C se distingue par une bonne gestion des avoirs scolaires. La typologie B bénéficie d'une bonne fiabilité de transport. Le schéma alluvial démontre clairement que les typologies A et D présentent des déficiences critiques en fiabilité des transports et en gestion de l'espace urbain, limitant l'accès à une mobilité scolaire sécurisée. Passons maintenant à l'analyse de l'aménagement de l'espace et son influence sur les trajets. L'analyse de la mixité fonctionnelle et de l'aménagement spatial révèle son influence cruciale sur le trajet scolaire.
Ce critère mesuré à part ces indicateurs incluant la localisation de l'école, la distance et la nature des activités environnantes montrant des variations significatives. La typologie C obtient toujours la meilleure performance, combinant avec succès une localisation optimale des distances raisonnables et une entrée scolaire bien positionnée. La typologie B présente une bonne accessibilité, mais pâtit d'un manque d'espace public hiérarchisé. La typologie A et D rencontre des difficultés, notamment à la nature des activités telles que la commerce intense et des distances excessives, ce qui restreint la fluidité des déplacements des enfants. Passons maintenant à l'analyse des services de transport et de la mobilité durable qui révèle leur impact direct sur les déplacements scolaires. Ce critère évalue 5 indicateurs incluant le statut de la vie scolaire, la multimodalité et la fluidité des déplacements. L'analyse des services de transport de la mobilité durable révèle des écarts importants entre les typologies. La typologie B se distingue par la meilleure adéquation avec une grande fluidité de mobilité et un encouragement au mode doux. La typologie C représente une excellente multimodalité mais ne capitalise pas suffisamment sur cet atout. À l'inverse, la typologie A et surtout la typologie D montrent des déficiences marquées dans la complémentarité des modes de déplacement et la fluidité des déplacements des enfants. Ces résultats confirment que la qualité des services de transport influence directement l'efficacité et la diversité des options de la mobilité pour le trajet scolaire. Le schéma alluvial synthétise les performances globales de chaque typologie, révélant un paysage contrasté et met en lumière la nette supériorité de la typologie C, les atouts partiels de la typologie B et les déficits systématiques des typologies A et D dans l'écosystème de mobilité scolaire. En ce qui concerne l'analyse de la marchabilité adaptée aux enfants, qui est évaluée à travers ces indicateurs incluant la hiérarchisation des rues, la connectivité des aménagements et les aménagements de modération de vitesse, révèlent des paysages qui sont contrastés. La typologie C présente la meilleure connectivité du réseau facilitant les parcours. La typologie A et D, avec des valeurs toujours négatives, souffre des déficiences critiques, notamment en connectivité. Le schéma alluvial révèle en effet un état critique de la marchabilité. La majorité des flux de performance affichent des valeurs moyennes à médiocres, confirmant que les conditions actuelles sont inadaptées aux besoins des enfants. Cette analyse met particulièrement en lumière la vulnérabilité des élèves de typologie A et D dont l'expérience du trajet scolaire est fortement compromise par la piètre qualité de leur environnement piétonnier. Quant à l'analyse du mobilier urbain adapté aux enfants, évaluée à travers des indicateurs tels que les données anthropométriques, le passage piéton, mobilier sécuritaire et aménagement pour les personnes à mobilité réduite, le tableau et le schéma alluvial révèlent un déficit généralisé en matière de mobilier urbain adapté. La majorité des flux de performance affichent des valeurs négatives et faiblement positives. Cette analyse souligne particulièrement la vulnérabilité des typologies A et D où l'absence de mobilier sécuritaire et de passage piéton adapté compromet significativement la sécurité et le confort des déplacements scolaires autonomes. Outre l'aspect physique et sécuritaire, l'expérience sensorielle du trajet joue un rôle clé. L'analyse de l'image paysagère et de la stimulation sensorielle chez l'enfant, évaluée à travers les indicateurs de visibilité de l'école, des points d'appel, de marquage et de confort visuel, révèlent des carences généralisées. Le tableau et le schéma alluvial montrent que la majorité des flux de performance présentent des valeurs faiblement acritiques. Confirmant que l'environnement sensoriel est inadapté aux besoins de l'enfant. Cette analyse souligne la vulnérabilité particulière des typologies B et D, où l'absence des points d'appel stimulants et la faible lisibilité créant un environnement de déplacement peu engageant et compromettant l'expérience du trajet scolaire. Il est essentiel aussi de considérer la durabilité environnementale évaluée à travers des indicateurs tels que le confort olfactif, thermique, acoustique, l'utilisation des matériaux durables et la gestion des déchets et les pratiques de conservation qui révèlent aussi une situation préoccupante. Cette analyse souligne la vulnérabilité particulière des typologies A et D où les nuisances sensorielles et le manque de pratiques durables créent des conditions de déplacement inconfortables pouvant affecter la santé et la motivation des élèves lors de leur trajet scolaire. Quant aux critères de gouvernance locale et mécanismes de prise de décision, les résultats révèlent une exclusion systématique des enfants du processus de décision. Le constat est sans équivoque. 96%
n'ont jamais été consultés sur leur trajet, 83% méconnaissent les mécanismes de participation et 100% n'ont accès à aucun outil numérique d'expression. Cette triple carence consultative, éducative et numérique souligne l'urgence d'intégrer les enfants comme acteurs à part entière dans la conception de leur environnement de mobilité. Passons maintenant à la synthèse des entretiens semi-dirigés pour une évaluation des politiques de mobilité scolaire. L'analyse des entretiens menés auprès des acteurs institutionnels confirme un décalage profond entre les intentions affichées et les réalisations concrètes. Aucun des critères évalués n'atteint le niveau de la mise en œuvre optimale et la majorité se situe à un stade purement symbolique au partiel. Des aspects fondamentaux comme la participation enfantine et le mobilier urbain adapté ne sont que mentionnés sans mesure opérationnelle. La sécurité routière, bien que prioritaire aux abords des écoles, elle présente une application incohérente. Ces résultats soulignent l'absence d'une vision stratégique intégrée et la nécessité de réformes structurelles incluant des guides techniques contraignants, des budgets dédiés et des mécanismes d'évaluation incluant les enfants eux-mêmes. En guise de conclusion et pour répondre aux hypothèses initiales, notre recherche met en lumière un cercle vicieux préoccupant, l'inadaptation de l'espace urbain génère des trajets scolaires contraignants, entraînant une dépendance à l'accompagnement motorisé. Cette situation limite le développement de l'autonomie et les opportunités d'exploration des enfants tout en restreignant leur interaction sociale. Notre étude démontre la pertinence d'une évaluation multicritère intégrant des dimensions sociales, économiques, environnementales et politiques. Pour appréhender cette complexité, la méthodologie appliquée a permis de quantifier les disparités entre typologies urbaines et d'identifier précisément les déficits des trajets scolaires. L'exclusion des enfants des processus décisionnels s'est révélée être un facteur amplificateur des dysfonctionnements. Leur participation active, grâce à des méthodes adaptées, a fait émerger des besoins jusqu'alors invisibles et a permis une évaluation véritablement inclusive des expériences de mobilité. Cependant, cette étude comporte des limites telles que la pandémie de Covid-19 qui a complexifié et allongé la collecte des données. De plus, bien que riche, notre échantillon reste concentré sur un seul secteur scolaire, ce qui invite à la prudence dans la généralisation des résultats. Enfin, nous avons été confrontés à un manque de données administratives précises sur le phénomène, ce qui a limité certains recoupements. Ce travail ouvre plusieurs pistes de recherche promoteuses. Nous envisageons d'abord des études comparatives pour étendre notre méthodologie à d'autres contextes, comme les zones rurales, semi-urbaines ou encore le contexte saharien. Un deuxième axe explore les perspectives technologiques avec l'intégration des technologies immersives pour simuler des aménagements, le développement de plateformes numériques adaptées aux enfants et promouvoir la e-gouvernance ou l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des scénarios prospectifs. Enfin, des recherches pourraient se concentrer sur l'adaptation aux changements globaux en modélisant la résilience des mobilités scolaires face aux risques climatiques tels que les lots de chaleur et l'inondation, ou en développant une analyse des flux dans une logique d'économie circulaire. Les résultats de cette synthèse permettent de formuler plusieurs recommandations opérationnelles pour améliorer concrètement la mobilité scolaire. Premièrement, il est impératif d'intégrer les enfants dans la gouvernance urbaine par la création des conseils municipaux enfants, d'ateliers participatifs et surtout par l'élaboration de guides d'aménagement spécifiques adaptés aux besoins des enfants et l'alignement des politiques locales sur leurs aspirations. Deuxièmement, l'amélioration des infrastructures piétonnes est cruciale via la création des corridors scolaires sécurisés et la modération de la vitesse. Troisièmement, une innovation numérique inclusive peut être déployée avec des applications adaptées à des modèles prédictifs. Enfin, des programmes d'éducation à la mobilité durable et une attention particulière à l'équité territoriale complètent ces mesures pour transformer durablement l'expérience du trajet scolaire. Je vous remercie de votre attention et de l'intérêt que vous avez porté à ce travail. Je me tiens désormais à votre entière disposition pour échanger sur les différents aspects de cette recherche et recevoir vos questions et vos remarques constructives avec la plus grande considération. Merci notre chère Pétrante de cet exposé dans lequel vous avez bien respecté le timing alloué à cette démonstration scientifique.
Je dis bien que cette recherche a été fondée essentiellement sur un biconcept, sécurité et bien-être de l'enfant. C'est-à-dire comment prendre en charge l'enfant de son domicile à son école pour assurer sa sécurité et son bien-être. Donc, l'impétente s'est posé beaucoup de questions avec quelle méthode peut-on assurer cette sécurité et ce bien-être. Elle a essayé d'apporter une nouvelle approche en assistant l'enfant par cette démarche participative, c'est-à-dire comment faire bousculer tous les acteurs autour de la question afin d'assurer sa sécurité et son bien-être pour arriver bien couvé à l'école. Ceci lui a donné le courage de structurer sa thèse en deux parties, une partie théorique dans laquelle elle a fondé un peu la connaissance, elle a construit un background cognitif sur la question de la mobilité, sur la question du déplacement de l'enfant et sur la question de l'approche utilisée dans sa recherche. Ces trois chapitres lui ont permis aussi de jeter un clin d'œil sur une analyse pilote très importante pour dire, voilà, est-ce qu'on est dans le milieu de la recherche ou on est out? Et puis elle a essayé d'analyser le contexte par une analyse multicritère lui permettant de dégager des résultats fiables et fondés qui peuvent ajouter un plus à la recherche scientifique sur le cas d'études fondées à l'école de Guelma. Donc cette école de Beni Ziyad a été observée de près et les résultats plaident à la faveur de cette complexité de sécurité et la mobilité de l'enfant de sa demeure à l'école. Donc les résultats, ils sont là, ils défendent un peu d'une manière très scientifique haut la main toute cette investigation. Néanmoins, il y a certains éléments qui restent, certaines zones un peu noires qui restent un peu obscures, qu'il faut les éclairer. Et il faut les voir avec un autre angle et une autre vision. Et cette mission, elle est la mission des experts. Et je fais appel ici, avant de faire appel à la mission des experts, je vais faire appel à votre directeur de thèse de nous faire un plaidoyer et de nous démontrer dans quelles conditions s'est déroulée cette recherche. À vous la parole, professeur. Merci, Monsieur le Président. Voilà, merci, Monsieur le Président, pour m'avoir donné la parole. Ouais. Déjà, la plaidoirie a été déjà voilà, a été annoncée par le président du jury. Moi, je ne vais que réitérer mon remerciement à la doctorante Marie Meriem pour ce travail. L'intitulé Repenser la mobilité enfantine scolaire à travers une approche multicritère participative, car d'une école primaire également, c'est un échantillon, certes. Voilà. Cette recherche, moi je vais dire à peu près que je remercie encore deuxième fois la doctorante pour sa motivation, sa volonté. Aussi, je dirais, son tracas. S'est tracassé énormément sur ce thème, sur cet objet et cet axe de recherche qui est important. Pourquoi? Parce qu'au départ, lorsqu'on a lancé ce projet, tellement on a fait 3 types de recherches concernant la mobilité dans la ville, la mobilité résidentielle, travail résidentiel dans la ville, quelque part, il y a des étudiants à Constantine par Merveille, le doctorant Merveille, qui a travaillé sur la mobilité concernant les enseignants et les étudiants à Constantine. Il y avait un autre travail sur la mobilité aussi à Constantine, le tramway. Maintenant, on s'est fixé un essai, un exercice. Pour nous, c'était pour le début, pour la Marie, je dirais la Marie Meriem, et moi-même, et même le président, on était confrontés à un problème concernant surtout l'accès aux informations, à l'information locale, très difficile d'accéder, soit au niveau de l'académie, soit au niveau de la wilaya, au niveau de la PCR. C'était très difficile parce que la PCR aussi était un des acteurs dans l'école primaire, parce que c'est elle qui aménage, c'est elle qui gère et tout. Donc c'était pour nous très difficile d'avoir l'accessibilité à l'information concernant les différents acteurs publics. À la fois,
cette recherche pour nous, au départ, c'était une chance, une aubaine et une aventure. Une chance, parce que c'était un des cas où ils ont voulu ouvrir un axe de recherche qui va traiter à peu près de la résilience, je dirais, scolaire, dans un sens. Parce qu'elle pose, il y a une problématique de gestion du parcours ou bien du trajet domicile-école. Et qui fait que quelque part, il est laissé au départ à l'abandon, je ne dirais pas à l'abandon, mais il est laissé à quelqu'un. C'est le parent pauvre d'ailleurs. On a voulu investir ce domaine et voir si c'est possible. Si c'est possible, la preuve au niveau des pistes de recherche, elle ouvre un des axes sur la résilience scolaire. C'est possible. Moi, je vais revenir sur son parcours. C'est une des doctorantes qui travaille minutieusement, doucement, mais minutieusement, énormément. Elle a passé énormément de temps pour la récolte des données. Elle a passé énormément de temps aussi pour récolter le background, tout ce qui est en rapport avec la littérature scientifique pour elle. Et surtout sur le thème qui est important, le thème surtout tout ce qui se rapporte à l'enfant et le trajet domicile-école. C'était important. Aussi, elle a investi aussi, je dirais, les chartes, plus les documents officiels à les grandes institutions, l'UNESCO, à l'enfant, tout ce qui se rapporte aussi à l'ONU, qui a la protection de l'enfant, c'est toujours les femmes de l'UNESCO et tout, qui fait que quelque part, elle a passé énormément d'investigations théoriques et l'adossement de tout ça, oui, fait la réalité. Fait la réalité, c'est le terrain. Fait le terrain concernant cette école primaire à Guelma. Et là, elle s'est, je ne dirais pas donnée, elle s'est investie sur les différents critères qui font que quelque part, il y a un tableau référentiel, c'est-à-dire différents critères, qu'elle va extrapoler dans la réalité pour en tirer des synthèses et des conclusions et des lectures et des discussions pour après voir est-ce que vraiment ces écoles ou ces espaces de travail pour enfants sont soit sont bien étudiés, soit sont bien projetés, soit bien conçus dans le sens radin. Et qui fait que quelque part, il y a énormément d'investigations. Moi, ce que j'ai tiré aussi de ce travail, c'est aussi les conventions internationales. À travers la rédaction de ce document, on sent même les schémas qu'elle propose, les schémas qu'elle conçoit à chaque fois, auteur fait un des schémas, sont aussi à la portée de la lecture. C'est à l'enfant. C'est des schémas basiques, élémentaires, mais qui ont un sens derrière tout ça. Et ça, c'est important de trouver un thème où il utilise le même lexique iconographique, de quoi? Qui est propre à l'enfant et à ceux qui travaillent dans ces institutions, à travers une image d'un schéma, d'un graphe, d'une méthode, aussi du schéma de Guelbouillet, avec la méthode d'approche qui fait à 4 composants, des critères, différents critères, la mobilité qui m'a symbolisé, tout ça, chez ceux qui travaillent dans les grandes institutions, reconnaît ton travail à travers ça. Parce que l'image, la lecture elle est plus expressive que la connotation de la phrase. Et ça, c'est important. Il y a quelque part un rapport de fond entre l'image et la connotation lexicale de la phrase. Et ça, c'est important. Que je te remercie pour ça, la Marie. Énormément. Parce que même au niveau des articles, elle a 2 articles B, au niveau des 2 articles, elle interprète toujours les légendes, soit les légendes, soit les différents, je dirais, soit les légendes, soit commentaires, à travers
à travers la symbolique, à travers ces images iconographiques, et qui donnent encore, propulsent encore ton idée, ou lorsque vous voulez montrer le lecteur à travers ça, et c'est important. Moi, Monsieur le Président, je vais revenir tout à l'heure, moi, parce que, en fin de compte, je n'ai pas envie de lire encore mon rapport, voilà, ça ne sert à rien. Je te remercie énormément et je n'ai pas trouvé de difficulté à encadrer la Marie-Myriam parce qu'elle est méticuleuse. Fait le travail, elle est assidue, fait les corrections. Elle est aussi attentive aux discussions, soit avec le directeur de l'école doctorale, soit avec tous ses consoeurs et confrères, soit avec le promoteur aussi. Et on était ouverts, et on discutait. On avait même ouvert ce projet de recherche avec un autre professeur en Angleterre, c'est Hussein Bouda, qui a participé, fait un des articles maintenant. Hein? Il a relu, il a fait une relecture d'un des articles où il a été, on a aimé le mettre, et c'est important pour nous. Je te remercie, la Marie, pour ton travail et je suis personnellement fier de votre travail. Voilà, merci, je laisserai le soin à d'autres experts de voir. Merci, monsieur le professeur. Voilà, ce que je retenais essentiellement du vocable utilisé par votre directeur de thèse, c'est votre recours à ce tableau référentiel issu de l'UNICEF, donc normes de construction scolaire, qui rend que l'investigation est un peu spécifique dans ce domaine parce qu'il y a cette échelle ergonométrique et cette vision un peu de prise en charge et d'assistance et de participation, et vous êtes arrivé vous-même jusqu'à dire à la fin comment intégrer ce référentiel à l'intelligence artificielle, donc la e-gouvernance. Donc c'est l'un des mots-clés, les résultats de la recherche, de cette recherche. Donc sans tarder sur cette situation, je vais faire appel à un professeur éminent qui a fait sa recherche initiale en Angleterre sur les écoles. Et puis il a continué sa investigation doctorale sur la pédagogie du projet. Ce n'est que le professeur Aïch Missoud qui va intervenir à sa manière pour jeter les jalons de cette recherche comme il le doit. À vous la parole, professeur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un grand plaisir, encore une fois, de nous retrouver à l'Université de Galma, à côté d'amis et collègues, professeur Alkma, M. Chouatia, professeur Lazri. Je remercie l'Université de Galma, particulièrement le département d'architecture pour m'avoir impliqué dans l'évaluation de ce travail. Je félicite la candidate pour le travail accompli, pour l'originalité de la thématique. C'est un thème très original. Il s'occupe de l'enfant. Il traite la question générale de un peu la place de l'enfant dans la vie. À peu près comment l'enfant est pris en charge dans la vie. Vous traitez particulièrement un peu la question de la relation domicile, le trajet entre le domicile de l'enfant et son école, un peu le parcours. C'est vrai, c'est une problématique un peu difficile, parce qu'on traite une partie de l'humanité qui est très fragile. C'est un peu l'enfant. C'est une problématique qui est rarement traitée dans notre pays. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un sujet original. Il est très rarement traité dans notre pays. Vous avez beaucoup d'honneur à traiter un sujet qui est rarement traité.
Bon, sur le plan méthodologique, la problématique, j'en ai quelques observations, je les communiquerai donc, tout de suite. Sur le plan méthodologique, techniquement, la recherche est convenablement construite. Donc vous avez pratiquement un peu usé de beaucoup d'instruments, même s'il y a des petites quiproquos, donc des petites déficiences dans la méthodologie. Tout de suite, je vais en parler. Et les résultats, kiff sur le plan du traitement des résultats, donc vous avez utilisé des logiciels, le SPSS, etc. Les analyses, donc techniquement, et ça répond aux ingrédients d'une recherche. Maintenant, votre recherche, vous êtes architecte de formation. Ou là, vous êtes architecte? Architecte, master en projet urbain. Et vous avez des études d'architecture? Oui. C'est l'architecture? Oui. C'est pas urbanisme ou la GTU, non. Vous êtes architecte. Hein? Oui. Très bien. Et c'est un peu l'âge où j'interviens, parce que nous sommes des architectes. C'est un peu le point de vue de l'architecte, ce qui est attendu d'une recherche faite par un architecte. Et, en tout cas, mes chéris, même mes doctorants, ça on oublie un peu notre casquette, la casquette de l'architecte, et on se noie surtout parce que les études viennent surtout de la sociologie urbaine. Et donc on perd un peu notre casquette. Je vais démontrer. Je viens pourquoi quelque part vous avez un peu perdu la casquette de l'architecte. Bon, c'est pas très méchant, mais il faut faire attention. Vous allez diriger des recherches, etc. Il faut rester architecte ou urbaniste. Même si on va c'est vrai, on emprunte vers la sociologie, vers la psychologie, il faut revenir à l'architecture. Même les recommandations, il faut rester architecte. Je commencerai par des petites observations, des petites faiblesses au niveau d'abord la problématique, l'état des lieux du phénomène. Et vous avez présenté un phénomène, mais de manière générale, la place de l'enfant dans la vie, la question des trajectoires, etc. Mais votre cas d'étude, il y a très peu d'informations sur les difficultés. Qu'est-ce que vous avez observé? Parce que la recherche commence par l'observation du phénomène. Qu'est-ce que vous avez observé? Sûrement, vous avez passé un temps à observer les enfants et sur la trajectoire. Un temps d'observation. Vous détectez quel est le problème. Est-ce que les enfants est-ce qu'il y a des accidents dans la trajectoire? Est-ce que les données, peut-être les données, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de trajet spécifiquement de l'école que vous traitez? C'est ce qui un peu vous incite justement à poser vos questions. Donc l'état des lieux du phénomène mérite peut-être un peu d'être étoffé. Quelques petites statistiques, quelques images, où il y a sur un trottoir d'ailleurs, où il y a par exemple le commerce sur le trottoir, les enfants sont obligés, etc. C'est ce qui motive un peu votre problématique intéressante. Très intéressant. Donc un état des lieux un peu étoffé mérite d'être étoffé. La question de recherche. Avant la question, le titre. Le titre, quand vous avez mis le cas d'une école. Donc au départ, je me suis dit, au départ,
peut-être il fallait choisir l'école. Oui, il y a l'école qui présente le maximum de critères pour qu'on puisse l'étudier. Mais il n'est pas interdit de lier le titre, puisque c'était le cas d'Ibn Ziyad parmi les écoles, peut-être les Houstialiens, vous avez choisi, même si je n'ai pas très compris, à l'âge spécialement l'école d'Ibn Ziyad. Et ماشي هذيك ليكول اللي كانوا طالعين للونيفرسيتي تاع لا بيريود كولونيال سي سا ولا لا ولا اون اوتر مش هذيك خلاص ايه Le mur de la caserne. ماهوش لا بيريود كولونيال ايه ايه باسكو ما très importante l'école. Oui, très importante. هو اللي قلت لك سي هو لو سوجي تري انتيريسون سي بور سا كون ديسكوت عليها نحكيو سو لي كان بوان دو على كل حال مي لو شوا دو ليكول le choix de l'école parce que quand on choisit un sujet il faut le délimiter sur le plan temporel, sur le plan spatial, sur le plan sémantique, etc. Bon, c'est pas tout à l'heure. Mais sur l'école, est-ce que c'est la meilleure école, pas la meilleure école, etc. Même si le sujet, la continuité, il sera traité un peu d'une autre petite manière, mais bon, même ce que vous avez fait est correct. Donc l'école, qu'est-ce qu'elle a, son historique, etc., qu'est-ce qu'elle a, son importance, sa situation. Qu'est-ce qu'il y a à peu près quand il est situé, il y a beaucoup de critères. Mais peut-être il fallait soit comparer à plusieurs écoles, ou même des logiciels qui vous permettent de choisir le phénomène, l'école qui présente le plus votre phénomène. Donc, c'est la première observation. Quand le titre, quand il se remet le cas de l'école, il y a Tariq Ibn Ziyad également. Je suis d'une école parce que quand on a une école, vous pouvez mettre l'école Galatin parce que vous avez fait l'étude de cette école. Même les questions, la question de recherche, les questions que vous avez émises, parce que vous allez revenir sur la problématique. C'est connu, on le fait tous. Mais pour adapter la question, parce que les questions de départ, ça met des questions, ou ça il trouve des réponses, ça ne met rien. Donc vous aurez pu réadapter la question. Parce qu'en tout compte fait, les résultats, ils ont un peu décrit. Ils ont décrit maintenant les caractéristiques de la trajectoire du trajet. À l'école Ibn Ziyad, les différents écoliers, les différents élèves. Donc vous avez décrit et vous avez mesuré quelles sont les préférences des élèves, la marchabilité, etc., et la question des risques, etc. Ou même à l'autre côté, un peu le décalage entre les besoins des enfants et la planification de la municipalité. Que la municipalité cherche beaucoup sur la sécurité, or que les enfants cherchent autre chose. Donc la question, peut-être, on écoute, c'est que peut-être reformuler parce que comment évaluer la mobilité enfantine vers l'école? C'est ce que vous avez fait. C'est-à-dire, comment évaluer? Vous allez parler des méthodes d'évaluation. Et ce n'est pas votre sujet, les méthodes d'évaluation. Vous avez évalué un trajet qui existe, vous avez des normes, les drastes de l'UNESCO, etc. Et vous avez comparé. Et vous allez comparer. Alors, votre recherche est un peu... C'est ce qu'on appelle les recherches exploratoires. Donc on explore le phénomène, vous l'explorez. Le phénomène, vous avez questionné des enfants, les gestionnaires, etc. Donc vous avez exploré les phénomènes.
ما درتيش دي كوريلاسيون بيقول votre recherche n'est pas corrélative ماهيش c'est-à-dire ما حطتش une variable B contre une variable A, etc. Ce n'est pas ça. Et dans les recherches exploratoires, vous n'avez même pas besoin de mettre des hypothèses. Puisqu'on va décrire un peu la trajectoire ou comment les enfants la perçoivent, perçoivent ces trajectoires et comment ils les vivent, etc. Donc vous n'avez pas forcément de mettre des hypothèses. Dans les recherches exploratoires, on n'est pas forcément de mettre des hypothèses, un objectif suffit. Mais les objectifs, il y a un objectif de la recherche. On bat des sous-objectifs, mais l'objectif, votre objectif, c'est de voir comment ces enfants vivent ce trajectoire. Et comment ils le perçoivent. Donc on est dans le vécu et la perception. Ou comment il est perçu, ou là dans les trucs de planification, comment il est perçu entre les gestionnaires, etc. Donc l'objectif c'est ça. Donc c'est ce trajectoire, vous voulez comprendre, vous voulez un peu comprendre comment il est vécu, que fait ces enfants. Donc un objectif suffit. Troisième petite observation, l'observation participante. Comment vous l'avez fait? L'observation participante. Quand une partie de la méthodologie, parce qu'elle semble être intéressante, c'est un outil que vous avez bien fait, et donc, est-ce que vous pouvez revenir sur comment vous l'avez fait? Si vous pouvez. Maintenant, l'évaluation de la trajectoire. Quand on évalue une trajectoire, soit on l'évalue par rapport à des normes, soit c'est évalué par rapport à des normes internationales, reconnues, etc. Soit on l'évalue par rapport à des modèles. C'est-à-dire des écoles la trajectoire, voilà, des écoles, la trajectoire, ça est très acceptable, la répond aux normes. Soit on évalue l'école par rapport à d'autres écoles. Je sais que le travail est si vous avez fait l'évaluation avec d'autres écoles. Où il aurait été très intéressant si vous vous êtes limité à l'architecture et l'urbanisme. Plusieurs écoles où celle où la trajectoire est plus ou moins acceptable par rapport aux normes internationales et c'est-à-dire au montant à Galna, l'école elle aussi elle présente une particularité. D'ailleurs même son architecture, les accès par rapport à la voie principale, les ouvertures, etc. Tout ça, c'est de l'architecture. Ça, c'est de l'architecture. Donc, je ne sais pas, ce que vous avez fait, on écoute ce qui est acceptable, etc., bien fait, mais peut-être, ou là, sinon, dans vos recherches futures, là, si vous aurez des étudiants, des doctorants, là, il faut les mettre sur des pistes qui marquent. Vous pouvez comparer. Ça pourrait être des axes. Maintenant, l'état de l'art. L'état de l'art, il est un peu passé sous silence. Il y a un laboratoire qui Batna. Sur des... Est-ce que c'est bien dommage. Peut-être même il fallait. Parce que bon, c'est tout un laboratoire, il y a des travaux. باش يعاونك على l'état de l'art كون رحتي كنتي تشوفي واش هما لي travaux اللي خدموا وكي سون لي غاب شو هما لي qu'est-ce qui manque. Mais bon,
ce n'est pas trop tard. Les parce que ils ont beaucoup de séminaires, etc. Mais j'ai déjà consulté leur bibliothèque en ligne, leur article. Parce que c'est... Il y a d'autres aussi laboratoires en dehors du pays, Kharj al-Jazair, qui s'occupent de l'enfant. C'est très intéressant. Comme le professeur dit, ils font du bon travail. Il y a deux fois qui travaillent sur le... Parce que l'état de l'enfant, le travail, qu'est-ce qu'il va combler? Est-ce qu'il كمل بعد البحوث? Est-ce que on ne sait pas. Donc l'état de l'art, c'est une petite faiblesse du travail. Maintenant, par rapport aux résultats. Les résultats sont bien, ils sont bien faits, les tableaux, les pourcentages, c'est très bien fait. Un peu de la sociologie urbaine, avec les pourcentages, etc. Mais j'ai du mal à croiser avec l'espace. Parce que c'est surtout l'espace. Donc la qualité de l'espace architectural et urbain. Connaît-il ces dimensions? Est-ce que les voies sont bien dimensionnées, moins dimensionnées? Les places, les placettes, le mobilier, ça nous intéresse en tant qu'architecte ou en tant qu'architecte urbaniste. Donc les résultats, bon, c'est bien ce que vous avez fait, mais qu'en est-il par rapport à l'architecture et l'urbanisme? Et automatiquement, et je termine, les recommandations, les recommandations d'une manière générale, la planification, prendre l'enfant, etc. C'est les recommandations, comment adapter la conception et la réalisation des trajets enfants, plutôt domicile, école, pour les enfants à travers tous les systèmes, c'est-à-dire la conception dans les bureaux d'études, la prise en charge dans la réglementation, la prise en charge de malades sur le plan local, etc. Le mobilier, parce que le mobilier, ça c'est pour les adultes, les enfants ils ne sont jamais pris en considération. Et donc, un peu dans nos processus du projet, donc il fallait toujours revenir à l'architecture et à l'urbanisme. C'est un peu ce petit manque. Ce n'est pas un grand manque, mais en tout cas, c'est une petite faiblesse, mais qui ne remet pas en cause votre travail. Voilà donc encore une fois, j'espère que j'ai pas... donc c'est un complément donc, de ces observations, ne font que compléter votre travail. Merci encore une fois et je reprends la parole à Monsieur le Président. Merci, cher professeur, de cette lecture fine et pointue, avec l'œil d'un architecte de formation, d'un chercheur fin sur les écoles et l'espace scolaire, et aussi tout ce qui tourne autour de la sécurité de l'enfant en allant de sa maison à l'école. Point de vue échelle ergonométrique, type de mobilier, et aussi la prise en charge et les outils d'évaluation. Il n'a pas oublié la faisabilité de ces outils d'évaluation utilisés pour évaluer cette sécurité de mobilité et sa relation, comme il le voit, avec l'espace architectural. Parce que, d'après ce que j'ai saisi de sa lecture, pour résoudre ce problème, il faut revenir un peu sur la typologie de la conception architecturale qui permet une prise en charge et une échelle appropriée à l'enfant, pour ne pas dépayser de son espace, de son territoire. Tout cela, alors à dire que son questionnement sur la participation
comment qu'elle peut être réalisée et sa démarche. Les résultats aussi pour lui restent à développer et les corroborer à la relation avec l'architecture et la typologie architecturale. Ce sont là les quelques questions que j'ai saisies de votre intervention, cher professeur, qui reste une intervention très intéressante et une évaluation pointue sur le sujet. Sans tarder, je vais donner la parole au docteur Shraïtia Mohamed, qui est du département d'architecture de Guelma, pour aussi ajouter son grain de sel dans cette évaluation et nous dire l'essentiel de son rapport d'expertise. À vous la parole, docteur. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi d'être parmi vous. Merci, je félicite la doctorante, mademoiselle Lamari. C'est la fille de notre département. C'est le fruit du département d'architecture. Nous sommes très ravis de l'avoir achevé sa thèse dans ces bonnes conditions. Je lui souhaite encore une bonne continuation. Je remercie aussi le professeur Lazri pour ce travail qu'elle a présenté, une spécificité en quelque sorte, un sujet un peu très complexe et difficile, un sujet aussi important d'actualité que nous estimons beaucoup. Je suis aussi ravi de voir le professeur Aïch parmi nous et bien sûr nos collègues, notre cher monsieur Alkama, professeur Alkama Djemal. Pour ce qui est du travail qu'on a consulté, cette thèse-là, c'est une thèse qui aborde un sujet qui parle de la mobilité enfantine et scolaire à travers une approche multicritère. Elle aborde la mobilité quotidienne scolaire sur les courtes ou longues distances pour les enfants vivant dans la zone urbaine de Guelma. Elle a ciblé le cas d'une école primaire qui se trouve dans le noyau colonial de la ville de Guelma, qui est l'école de la Maouna, ex-école de la Maouna, aujourd'hui l'école Tarek Abou Syed. Elle met l'accent sur l'expérience spatiale que diffèrent les enfants vivant dans une zone urbaine, telle que le centre urbain de Guelma, le vécu de l'enfant. Elle essaye aussi de voir comme objectif une réconciliation entre la triangulation enfant, espace et mobilité. Ces trois mots-là sont des expressions, des mots qui sont satisfaisants dans la mesure où l'architecte ou l'urbaniste toujours travaille dans l'espace. Ce sujet dans la réalité de la mobilité infantile ou de déplacement de l'enfant des écoliers, ça n'intéresse pas seulement l'architecte ou l'urbaniste. C'est un sujet qui intéresse aussi les sociologues, qui intéresse aussi les politiciens ou les décideurs de la transformation spatiale et de la gestion de l'espace ainsi que de l'école elle-même. La doctorante elle a posé une hypothèse qui est basée sur les besoins de l'enfant en constante évolution et face au lien compliqué entre cette triangulation. C'est un lien très compliqué, oui, on est d'accord. En fonction du contexte, elle admet de proposer un processus méthodologique basé sur une analyse multicritère participative. Alors là, on parle de la participation. On ouvre une grande parenthèse pour cette hypothèse-là. Elle arrête quelques théories, enfin quelques hypothèses, et elle arrête aussi quelques objectifs, tous liés
bien sûr, ou dans le contexte des objectifs de l'UNICEF, c'est-à-dire formulés dans un contexte d'une structure internationale qui veille au bien-être de l'enfant, en général, dans le monde. Bien sûr, notre pays, l'Algérie, s'insère dans cette politique de l'UNICEF pour donner à l'enfant le maximum de moyens de bien-être dans sa vie, dans sa scolarisation et dans sa vie jusqu'au sans limite, soi-disant, en disant sans limite. Ce travail qu'elle a présenté, qu'on a expertisé, on a vu personnellement, moi j'ai vu que c'est un travail théoriquement fondé. Il est fondé théoriquement par des recherches, des travaux similaires. Il est aussi, ce travail, sa méthodologie est aussi divisée au CND en deux parties. La première partie, c'est qui est une partie théorique, le cumul ou la connaissance, le soubassement du travail pratique. Le travail pratique basé sur sur une enquête. Cette enquête-là sociologique a donné des résultats basés sur des critères qu'elle a arrêtés. Néanmoins, personnellement, j'ai mis quelques observations concernant ce travail qui est très complexe. Et quelques observations, déjà, une partie de ces observations a été donnée par professeur Aïch et professeur Alkama. Je vais voir. La première observation, c'est le choix de l'objet ou le sujet du travail qui est l'école Tarek Bouziyed, qui est une école apparemment, dans la ville de Guelma, par rapport à d'autres écoles qui se trouvent dans le territoire urbain de la commune de Guelma. Elle possède beaucoup d'avantages et d'espace dans la trajectoire ou le trajet de l'enfant aménagé et plus sécurisé que d'autres écoles. D'après nos observations en tant qu'urbaniste architecte. C'est-à-dire qu'il y a là une organisation plus importante, un avantage par rapport à cette comparaison, c'est-à-dire le choix de cette école. Si c'était pour moi, avant de choisir cette école, il a fallu faire ce qu'on appelle une comparaison, et déterminer des paramètres auparavant à partir desquels on va choisir l'école la plus en difficulté pour essayer de proposer de l'enquête des solutions qui seront, ou proposer des pistes, ou essayer d'avoir des résultats pour ce qui est du sujet. Les quelques autres observations que j'ai mises, que je souhaite émettre, ce sont des observations liées quand on pose, je fais la page 6 de la problématique. La page 6. Quand on donne des informations sur le transport et les déplacements de 2008, ministère, entre parenthèses, de la transition écologique 2008. Il faut préciser, c'est-à-dire qu'on a une précision de cette référence-là, de cette enquête nationale, qui est, entre parenthèses, ministère de la transition écologique 2008, dans quel contexte elle a été faite, cette enquête nationale. J'ai aussi, pour ne pas s'étaler dans mes observations, j'ai quelques observations de forme pour votre document. Il faut, à mon avis, il faut revoir encore le document parce qu'il y a
un travail de correction à faire pour ce qui est de la table de matière. Numérotation des figures et autres, vous devrez régler ça. Il y a un manque de pages pour les sigles. Vous avez des sigles et abréviations. Le chapitre, l'introduction, ce n'est pas un chapitre introductif, c'est une introduction. De toute façon, vous avez beaucoup de corrections à faire, plusieurs corrections à dire. Le documentaire, il faut les faire avant de le remettre. D'accord? C'est important, si il faut les vérifier parce que c'est une probabilité, mais quand vous n'avez pas eu du temps à revoir votre document. Je dis une deuxième fois, je termine les corrections là. Il y a une autre observation aussi concernant votre hypothèse. Je propose de placer l'hypothèse avant les objectifs. Quelques informations concernant les programmes de l'UNICEF. Il faut donner plus de précision pour ces programmes. Quelques informations supplémentaires dans la page 27 et 28 concernant les mesures législatives et réglementaires adoptées. C'est-à-dire, quand on parle de mesures législatives, vous indiquez comme source d'information Journal officiel de la République algérienne. Ce n'est pas une source comme ça, on ne cite pas la source Journal officiel d'Algérie. Il faut préciser quel décret, quelle date, etc. On ne met pas entre parenthèses Journal officiel de la République algérienne et on passe comme ça. Ça diminue la valeur de votre travail, de votre document. C'est-à-dire la consultation de votre document, un peu, elle est en quelque sorte. Vous avez aussi, page 27 et 28, parlé de l'unité de voisinage et l'école locale. Pour l'unité de voisinage, c'est un exemple qui existe en Algérie, les zones d'habitat nouveaux, urbains. Il n'y a pas de loi d'orientation urbaine. Page 41. Qu'est-ce que c'est la loi d'orientation urbaine? La loi 2990 عندها الاسم تاعها. D'accord? La loi 2990. C'est pas une loi d'orientation urbaine. Et je termine par les pistes de recherche. Je me joins à l'idée du professeur Aïch. Rester dans l'architecture et l'urbanisme pour les pistes de recherche. N'allez pas loin. Je propose de rester dans l'urbanisme et dans l'architecture pour les propositions, parce que le problème que vous posez, enfin le sujet que vous posez, c'est un sujet complexe qui concerne tout le monde. Le parcours, ce n'est pas pour les enfants. L'aménagement de l'espace extérieur hors l'école, quand on aménage un espace extérieur dans une cité d'habitat ou dans un ensemble, dans un lotissement, on ne l'aménage pas seulement pour les enfants. D'accord? C'est un peu compliqué.
C'est une opération qui concerne toute la population pour aménager la cité, pour essayer, parce que la trajectoire ne concerne pas seulement l'enfant, elle concerne aussi la population qui y vit. C'est tout ce que j'ai à dire, monsieur. Merci, monsieur. Donc, merci au docteur Mohamed Chalatia d'avoir aussi investi sur la manière de faire une thèse. Pour lui, c'est très intéressant, notamment, je soulève un point très important, quoi qu'il est un peu basique, mais mettre les objectifs avant les hypothèses, c'est une tare dans la recherche. Parce que c'est quoi une hypothèse? C'est une réponse préméditée à la question de la recherche. Si on a aimé chez vous deux questions de recherche, sont claires, donc il nous faut deux hypothèses parce qu'on répond. Et on utilise le même langage utilisé dans la question, l'interrogation de la recherche, dans la réponse, pour minimiser le concept de base et les variables. Voilà. Faites cette corrélation directe entre le vocable utilisé dans l'interrogation de la recherche, qui est la question, et le vocable utilisé dans l'hypothèse, que ce soit directement l'une après l'autre pour qu'on peut voir et évaluer est-ce qu'il y a vraiment une dépendance verbale et de concepts utilisés dans les deux niveaux de l'interrogation et de la réponse préméditée qui est l'hypothèse, et que l'impétrant est censé à construire sa démonstration scientifique fondée sur l'analyse de ces concepts et qui émane de l'interrogation de la recherche et de l'hypothèse. Parce que si on compte, moi j'ai compté que vraiment il y a des choses délibérées, beaucoup de mots, de concepts utilisés qui ne reviennent pas dans la démonstration, qui revient à dire qu'il y a cette, disons, pauvre relation entre le background cognitif construit en matière de connaissances pour la thèse. Donc pour lui aussi, il est intéressant de revenir sur le manuscrit, qui reste un peu un manuscrit non fini. Il est encore en gestation. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de... Peut-être qu'il faut les prendre en charge avant de glisser votre document final. Parce que si le document final est glissé sur la base de données, il devient un document universel. Parce que maintenant, il n'y a plus la bibliothèque de notre bibliothèque du coin, là où on met la thèse de Madame Marie s'arrête. Non, ça va devenir une thèse universelle. Tout le monde, à travers les quatre coins du monde, on va lire la thèse de lui. C'est pour cela, il me paraît qu'il veut dire par ses paroles, prenez tout votre soin afin de faire un curtage à cette thèse et pour la rendre lisible et bien préparée pour devenir une publication universelle dans la Banque mondiale online. Voilà un conseil qu'il donne. Et peut-être que, sans tarder, il a apporté aussi quelques observations sur l'école que vous êtes investi. Peut-être il reste d'autres détails qu'il faut les éclaircir et la rendre plus appropriée à cette investigation, une question qui se pose. Donc, ce sont là les éléments que j'ai saisis un peu de l'intervention de notre cher docteur Mohamed Chalatia. Pour moi, pour ne pas encore tarder davantage, je dis bien que cette thèse, elle représente un résultat très intéressant. Je remercie un peu l'impétrante et je la félicite sur le courage et l'abnégation qu'elle avait tout le long de cette formation. Et elle a été, disons, studieuse, elle a été toujours présente, elle a été toujours dans notre laboratoire. Elle a travaillé avec acharnement. Et elle est arrivée à ces résultats qui sont des résultats respectables. Néanmoins, il faut dire que cette vision chez l'enfant nous renvoie à beaucoup d'analyses psychologiques, même de l'ordre de psychoclinique, pour comprendre comment que l'enfant agit et cette énergie, comment la gérer. Parce qu'attention, un enfant qui se déplace de la maison à l'école, il vient avec une pleine énergie. Comment gérer cette énergie? Comment l'assister? Et quels sont les éléments avec lesquels on peut le rendre plus calme, parce qu'il vient turbulent,
tout cela nous renvoie à dire que la psychanalyse de l'enfant est très importante. Avant de s'investir sur le sujet de l'enfant, il faut lire le comportement, le behavior de l'enfant, comment il se comporte dans sa maison, et comment il se comporte dans la rue, et comment il se comporte dans la classe. Voilà les 3 niveaux d'analyse nécessaires pour comprendre comment le doit l'enfant. Et cette tranche d'âge nécessite aussi une investigation particulière au niveau du mobilier urbain installé, chose qui va influencer énormément cette mobilité. Dire que la mobilité n'est pas un passage direct, mais c'est toute une vie où l'enfant va habiter un autre niveau de l'espace. C'est là dire habiter l'espace urbain. On appelle habiter l'espace urbain, et quels sont le mobilier nécessaire pour assister cette mobilité et assurer cette sécurité de l'enfant, de l'école, de la maison à l'école. Donc, moi, sans tarder, je vais peut-être revenir sur une question très importante. C'est la question qu'a soulevée monsieur le professeur Aïch Messoud, et je reviens sur ça, c'est cette appropriation des résultats à l'architecture. Parce que, en absence, ils ont des outils spécifiques à l'architecte, ils se trouvent un peu ballottés entre un peu la sociologie, entre la géographie urbaine, entre des fois la physique et la psychologie environnementale. Cela a peut-être énormément apporté, c'est-à-dire que beaucoup de doutes sur notre recherche, parce que nous n'avons pas pu trouver quel est le domaine spécifique de cette recherche pour qu'on puisse ajouter un plus à la conception de l'espace urbain et de l'espace architectural pour assurer la sécurité et le bien-être de l'enfant. C'est pour cela que les résultats étaient un peu vagues et un peu d'ordre général. Si je pose la question, comment peut-on rendre ce document un cahier de charge spécifique à l'architecte pour concevoir des espaces qui assurent la sécurité et le bien-être de l'enfant? Voilà la question qui se pose. Il y a aussi un élément très important, quel type de mobilier, parce que là je me fais rester sur ma fin, quel type de mobilier qui peut être injecté dans cette trajectoire pour assurer sécurité et bien-être, et où est la place de la verdure, qui reste un élément très important en matière d'assurance du bien-être psychologique et même environnemental, thermique et aussi olfactif et autres. Donc, où est la place de cette, disons, trame verte, comme on appelle, parce que l'établissement humain est constitué de 3 trames. La trame grise, qui le bâtit, la trame verte, qui est là, très important, c'est la verdure, et la trame bleue, qui est l'eau, qui est nécessaire pour sa présence, parce que l'évapotranspiration, elle assure une oxygénation de l'espace, là où il passe l'enfant qui a besoin vraiment de cette, disons, oxygénation de l'espace. Beaucoup de choses qui sont exposées, et la recherche, elle est très importante pour vous. Vous avez commencé, vous avez mis le premier pas, donc essayez de prendre le chemin comme il doit pour arriver à des résultats fins après, pour éviter de sortir des généralités dégagées dans les pistes de recherche. Et dans une recherche, ma fille, on ne fait pas de recommandations. Les recommandations, c'est pour les colloques, pour les meetings, pour disons, les grandes conférences, mais pour la recherche, il y a les résultats. On arrive au niveau des résultats quantitatifs et qualitatifs. Quantitatifs et qualitatifs, et comment les comparer à d'autres recherches, et pour dire est-ce qu'il y a là une particularité à nos résultats, ou nous adhérons à ce qui a été dégagé généralement par les autres chercheurs et les textes qui régissent un peu la norme de la construction scolaire. C'est ça le plus important, c'est que
vous avez fait des enquêtes et vous avez fait disons, des compilations d'analyses multicritères et vous ont donné des résultats. Ces résultats restent des résultats figés et morts si on ne les compare pas à d'autres résultats et dire voilà l'originalité de notre recherche. Qui est le spécifique dans nos résultats? C'est ça le plus important. Donc ce sont là les questions de forme. Les questions de forme, je vais poser 2 ou 3 petites questions seulement qui vont vous assister peut-être à développer le manuscrit ou à mettre un peu le doigt sur beaucoup d'autres choses dans l'avenir. C'est que le questionnaire, il obéit à une échelle de réponse. Et généralement, il est fondé sur des questions fermées, pas ouvertes. Et l'échelle, elle est bien connue, c'est l'échelle de Likert. On utilise dans notre recherche fondamentale de formation 5 niveaux, échelle à 5 niveaux. Alors que j'ai trouvé dans vos questionnaires, il y a des fois 3 réponses, des fois 4, des fois 5 qui restent un peu à revoir. Et dans le questionnaire utilisé pour les acteurs et les décideurs, je le trouve un peu compliqué parce qu'il est fondé sur des réponses ouvertes. Alors que pour arriver à quantifier les résultats et disons, et les compiler pour sortir de l'analyse univariable à l'analyse bivariable à l'analyse multivariable et dégager des cartes factorielles, il faut les rendre des questions fermées, avec oui, non, à 5 niveaux. Donc à 5 niveaux, on peut quantifier ces choses-là. Et il y a aussi un élément très important, donc ça c'est sur le questionnaire, il y a les cartes, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de, disons dans votre document, il n'y a pas beaucoup de cartes à l'échelle, mais chauffe un peu la carte de situation de l'école, les entrées de l'école, les possibilités. Est-ce que cette école pourrait être une école ouverte, comme on appelle ça, l'école ouverte sur le public, sur la société? Parce que l'école, elle travaille des fois 2 mois, elle est fermée. 2 mois, si c'est pas plus. Comment, si avec sa forme et sa configuration spatiale, la société ou l'environnement peut utiliser ces espaces pour des convivialités sociales et culturelles? Voilà une question que se pose dans la description de l'école pour la rendre un peu spécifique. Maintenant, reste un peu la dernière remarque. La dernière remarque, moi je dis bien que l'humanité a connu peut-être dans son histoire 3 révolutions. La révolution urbaine, c'est l'aube de l'histoire, la naissance de la ville, où on a commencé à découvrir des cultures comptables et saisir l'information comme le doit et l'emmagasiner. La deuxième révolution qu'a connue l'humanité, c'est la révolution industrielle. Là, on a commencé à référencer l'information et la rendre, disons, comme un patrimoine universel. C'est cette bibliographie. On a commencé à conserver les livres, à définir les auteurs des livres, et on a fondé cette bibliographie qui donne le droit à l'auteur de l'information, à l'auteur des résultats scientifiques. Il y a maintenant des techniques, comment présenter la bibliographie, que Mendel ou autres. Ok? Troisième révolution, là où nous vivons actuellement, c'est la 3e révolution humaine. C'est cette révolution virtuelle, révolution des antiques, là où l'information est devenue plus statique, elle est devenue dynamique. C'est pour cela un 3e niveau, à partir de l'écriture comptable et la bibliographie, un 3e niveau, un 3e moyen de référencer l'information, mais elle est dynamique. Demain, je ne vais pas la trouver. Donc, ça s'appelle la webographie. La webographie, c'est là où il y a les DOI, les HHPP, T et autres. Donc, à ce stade-là, peut-être votre thèse, vous avez utilisé beaucoup de références de l'Internet. Beaucoup de références, j'ai vu. Donc, il faut séparer entre ce qui a été tiré du document hard, qui est la bibliographie, et du document soft, qui est la webographie. Pour rendre votre thèse adéquate et bien, disons, structurée par rapport à l'information. Parce que vous avez pris beaucoup d'informations des sites
scientifiques et des web scientifiques, peut-être si on revient demain, on ne va pas les trouver. C'est pour cela, dans la webographie, il faut spécifier les moments de consultation, qui est la minute et l'heure, et le jour ou l'année. Devront être bien spécifiés dans la référence qui s'appelle la webographie et pas la bibliographie. Voilà un petit conseil là, avec lequel je termine, pour vraiment rendre cette thèse une thèse éligible à rentrer à la bibliothèque universelle. Et je vous remercie sur ça et je vous félicite parce que vous avez fait des grands efforts. Et on aimerait bien voir votre document sur le site de l'université qui a l'accès donc universel, et dire que voilà le niveau de recherche de la doctorante Mariam sous la direction du professeur Lazri, et merci sur ça. Et on va peut-être demander peut-être l'autorisation de se retirer. Pardon, Nazert. C'est que ça. Une observation. Concernant la Marine Médine, c'est important pour son document. C'est important pour son document. Merci. Merci. Voilà, je vais donner une orientation pour la Marine, une note d'observation. Ce n'est pas une réserve non plus comme remarque, mais c'est une note d'observation qui est importante pour ça. Et concernant, ça c'est important, concernant la méthodologie, surtout concernant, je dirais, la chronologie de l'approche problématique, introduction, chapitre, c'est important, on peut écrire introduction générale, et le reste, ça sera introduction, problématique, bon, objectif, hypothèse. Pourquoi objectif avant hypothèse? Parce que je vais revenir. C'est vrai, l'ancien canevas concernant la rédaction de documents de thèse, parce que je vais transférer ça à mes confrères, c'est important. En méthodologie, ça fait 2 ans à l'étranger, ils avancent l'objectif avant l'hypothèse, pour la raison simple. C'est pour canaliser plus la recherche, la canaliser, parce que l'objectif c'est quoi? C'est un point, on le vise, c'est un but. Qu'on met derrière l'hypothèse, on peut avoir des hypothèses qui sortent du but, mais qui mettent l'objectif avant l'objectif avant l'hypothèse. Là, on a canalisé la recherche. C'est dans ce but. À l'étranger, ils ont rénové ça, le canevas. Ils font l'objectif avant l'hypothèse. Parce qu'auparavant, c'était l'hypothèse avant les réponses préalables, avant l'objectif. Maintenant, c'est l'inverse. Et l'objectif, pourquoi? Pour aller au but, au départ, à travers les réponses probables, et ne pas sortir du contexte général, contexte visé. Le contexte, un autre contexte qui est général. Ça, c'est concernant, ça c'est un avis de quoi? C'est concernant l'approche méthodologique qui a été rénovée au niveau du canevas, ça fait 2 ans. L'information, c'est important. Je l'ai lu et l'information, c'est pour ça l'objectif, c'est délibéré par le promoteur, le directeur de thèse. Vous mettez les objectifs et c'est eux qui vont, je dirais, ou bien orienter plus les hypothèses. Moi, je reviens sur les observations, c'est important pour le document. Rapidement, il faut épurer les fautes. Le mémoire, la feuille de garde, je le trouve intitulé et eux. C'est un intitulé, pas une intitulée. On dit un intitulé. Donc, encore plus loin au niveau de la rédaction, il y a énormément d'oubli rapide. Pourquoi? De la 4e vitesse pour soutenir. Et je ne dirais pas la responsabilité à qui. Je l'endosse. Je l'endosse, la responsabilité.
un âge où on danse. De temps en temps, je donne des libertés pour la doctorant ou la doctorant de faire حوايج نقول possible هكا. Mais j'endosse. C'est moi le responsable. Concernant ça, parce que mon mère a dit impossible. Je reviens sur quelques notes d'observation aussi qui sont importantes, à part les fautes, les caïnines d'orthographe, que les émetteurs en urgence. En urgence. Tout ce qui est emprunt étranger, je vais prendre 2 noms. C'est la page introductive, c'est quelle page? Une minute. C'est la page 10. Entre guillemets, par exemple, les emprunts, les références, les hadithiens, Kirn and All, 2003. Je prends une autre référence, c'est quoi? Christiansen and All, 2014. Lee and All, 2020. Je descends en bas. Choliac, 1989. ونروح للجزائري ولا العربي نلقى محمد 2010 محمد من بعد 2010 زين نلقى pourquoi هنا هما يحطوا non مش prénom محمد ça veut dire tous les Mohamed ont participé ولا محمد quelconque لازم les noms c'est la même remarque à بوجود النهر شرار حطوا له في les documents محمد صالح ولا سي سا وما حطولوش صلاح الدين ils n'ont pas شراد نحطوا الكمال virgule 2010 ils n'ont pas Jamel il y a beaucoup de Jamel lequel maintenant ça c'est important ce document dites tous les auteurs presque parce que ça c'est lorsque nous connaissons une information d'un document تاع واحد وهو عملو هكا j'essaie de ما نتبعوش واش قاعد يدير نتبع les conventions internationales c'est le nom derrière ça c'est important عم quelques نعيط لهم coquilles c'est ça hein les coquilles quelques coquilles concernant aussi la rédaction au niveau de l'écriture qui نقرا une phrase telle que cette phrase على نهضر parce que tu vas toucher à ça. Tu vas toucher à ça. Et prochainement, tu vas faire attention à ça. T'es touché parce que j'étais un an de cette perspective globale au contexte local. L'Algérie, un pays en voie de développement qui a fourni beaucoup d'efforts afin de réduire les inégalités en matière de quoi? D'éducation. On va à travers une offre de croissance d'établissement scolaire محمد هذا محمد تيرتيها من عنده هو كتبها معوجه وانت كملتيها انت فاليديتيها كي نقول انا les inégalités en matière d'éducation et de formation parce qu'on n'éduque pas في l'école on éduque et on forme des cadres à bas âge éducation et formation شفتي وزيما كي même نقراو نديو من عند دوكيومون حاجه كيما هكا ولا هكا il faut faire attention واش يكتبوا et de voir est-ce que ça pèse ou ça pèse pas est-ce que ça convient pas approprié inapproprié لازم éducation et formation l'école واش تعلمنا زوج حوايج éducation et formation pas éducation برك et formation et ça c'est important allez نقول هكا pour dire que quelque part revisiter le document Kamel et essayer de réduire au maximum ces irrégularités. C'est épurer, moi je dis épurer ces irrégularités parce qu'ils sont importantes. Je suis certes ton directeur de thèse, mais je dois le dire. Voilà. Oui, merci Monsieur le Président. Je vous remercie. Et j'avoue, cette responsabilité est partagée entre moi-même et le directeur de thèse, donc il faut veiller à la bonne orientation de nos impétrants afin de donner l'image saine de notre formation.
Et une petite remarque, avant peut-être de vous donner la parole, de nous démontrer votre maîtrise à ce sujet, pour les mots de recherche, les mots-clés. Les mots-clés, on ne met pas des phrases, parce que ceux qui connaissent, الكلمات المفتاحية تنقل تلاميذ المدارس، هذه سي با ان موكلي ولكن فراز. تحليل تشاركي متعدد المعايير، هذا شي فراز ما بقاتش كلمة. حلة المنزل إلى المدرسة ولات جملة كاملة. المدرسة الابتدائية ولات جملة اسمية. قطاع المدارس جملة. Donc ça rend un peu difficile de décrypter vos mots de clés. Il faut peut-être revenir sur ça et définir le mot-clé en un mot. Pas d'adjectif, pas دون مضاف إليه، دون المضاف إليه. الكلمة بدون المضاف إليه. مفهوم؟ في اللغة العربية. اللغة العربية وحتى في الفرنسي. D'accord? الكلمة دون المضاف إليها et le mot sans son complet, ni adjectif. Donc, ce sont là peut-être les quelques remarques de forme qui sont nécessaires à notre chère impétrante afin d'épurer, comme vient de dire le professeur de thèse, et moi je dis aussi de rendre bien clair votre document et de le placer sur la connaissance universelle. Sans tarder, je vais vous donner la parole pour quelques minutes, pas pour répondre du tac au tac, mais pour nous démontrer que vous maîtrisez votre recherche et essayer d'éclaircir les zones d'ombre qui sont restées un peu ici, attendant notre recherche. À vous la parole, Mariam, pour quelques minutes. Merci. En revenant maintenant à la première question du professeur, monsieur. Mais quelle est la question de M. Soufflet? Globalement, globalement, qu'est-ce qu'on veut par ça? Sans citer ni X ni Y. Au premier pas de notre recherche, nous avons sélectionné 3 écoles. Une école au niveau du centre-ville, une école au niveau de la périphérie et une école en zone périurbaine. Mais après le premier test qu'on avait fait à travers une analyse bien sûr multicritère et à travers l'observation, on a cru que le secteur scolaire va être un petit secteur scolaire. Mais le résultat nous a donné un secteur scolaire vaste. Ce secteur scolaire s'est composé de plusieurs, un nombre important d'élèves, c'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser chaque trajet individuellement, séparément. On ne peut pas analyser chaque trajet séparément. C'est pour cela qu'on a choisi de travailler et d'ajouter l'indice Morgan I1 pour stratifier notre secteur scolaire et pour classer ces trajets domicile-école à travers sur des typologies urbaines. Et notre école se trouve à l'intersection d'une mosaïque urbaine. Et c'est pour cela qu'on a choisi de travailler sur les typologies urbaines pour faciliter l'analyse des résultats et des discussions. Concernant l'échelle de Likert, on a travaillé sur une échelle de Likert de 1 à 9. Mais au niveau de la problématique et au niveau de l'analyse hiérarchique des procédés, on a ajouté une autre étape qui est la standardisation des résultats. C'est quoi la standardisation des résultats et le calcul d'un Z-score? C'est comparer les performances qu'on a obtenues à travers cette analyse multicritère et de les comparer à travers la valeur médiane. C'est pour faciliter les discussions des typologies urbaines. Voilà sur ça, je demande une autorisation auprès de l'audience de nous donner le droit de quitter la salle pour aller délibérer et revenir pour énoncer les résultats. Vous pouvez rester. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Donc, c'est le moment d'annoncement du verdict. Donc, après la présentation d'un sujet très important, intitulé « Repenser la mobilité enfantine à travers une approche multicritère participative » cas d'une école primaire
à Guelma pour l'obtention d'un doctorat en architecture LMD. Donc, après une présentation succincte, bien explicite, donc après les réponses aux questions soulevées par les différents membres ici présents au jury et qu'ils ont jugé c'est des réponses favorables, ils ont estimé dans leur délibération que l'impétrante ou la doctorante Mamari Meriem mérite amplement l'obtention du diplôme de doctorat en architecture avec une mention très honorable et nos félicitations pour cette impétrante. Donc merci.